Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Vauvor, Anne-Marie Kofi Kouadioubla, ainsi que notre éditorialiste Djemal Taleb. Les opérations de transfert d'argent au Bénin sont désormais soumises à la taxe sur valeur ajoutée. La mesure est effective depuis le 27 février selon le directeur général des impôts. Les précisions d'Oumo Kalsoumba. Conformément à la loi des finances 2017 de la République du Bénin, les opérations de transfert d'argent sont désormais soumises à la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Cette imposition concerne les transferts d'argent dits rapides à l'exemple de Wari, Western Union, MoneyGram ou encore Mobile Money. Les virements bancaires nationaux et internationaux n'en font pas partie. Les perspectives actuelles de l'économie béninoise s'inscrivent dans le cadre de l'orientation du programme d'action du gouvernement PAG pour la période 2016-2021. Le Bénin est un des pays qui veut marquer une différence par rapport à ses projets d'investissement. Le gouvernement de Talon a investi 9 039 milliards sur des chantiers. Et vu que l'économie du Bénin a pris un coup, surtout que au lieu de s'accorder seulement sur l'année tendue pour voir que l'investissement va venir du FMI, de la Banque mondiale. Je crois qu'il faut faire contribuer tout ce qui est possible, mais de façon réglementaire, pas des lois. L'activité économique du Bénin est restée soutenue malgré les fléchissements notés ces 3 dernières années. Le taux de croissance du PIB réel s'était établi à 4,6% en 2016 contre 5% en 2015. Selon la commission financière de l'UEMOA, le taux de bancarisation du Bénin s'est établi à 17,05% en 2016, un taux jugé encore faible par les experts. Les banques du Bénin regorgent de beaucoup de l'argent thésaurisé. C'est un secteur qui reste à être redynamisé, à mettre de confiance et que les gens aillent beaucoup plus vers les banques que vers les structures informelles qui ont fait au Bénin plus de 200 milliards de nos ressources. Les recettes fiscales ont enregistré un accroissement de 7,4% en s'établissant à 394,7 milliards de francs CFA durant l'exercice 2016. Cette performance s'expliquerait par la mise en œuvre effective du régime de la taxe professionnelle synthétique TPS auquel sont assujettis les micro- et petites entreprises ainsi que les corps des métiers. Djemal, d'après vous, qu'est-ce qui justifie une telle mesure? Quelles ont été les motivations du gouvernement pour autoriser cette taxe, cette TVA apportée aux opérations de transfert d'argent? Alors montrez-moi un gouvernement au monde qui a une volonté de taxer si ce n'est de remplir les caisses de l'État. Je n'en connais pas une autre. Cela dit, il faut plus sérieusement, il y a une tendance, d'abord sur le continent africain, de taxer les transferts d'argent. Premier point. Deuxième point, c'est que c'est une volonté de l'UEMOA qui a été faite dans un rapport depuis 1973. Donc l'idée n'est pas de taxer simplement la nouvelle économie du transfert, mais plus généralement le système bancaire. Là, et en Côte d'Ivoire déjà en 2015, nous sommes sur une situation différente. Moi, je n'aime pas trop la taxation. Je n'aime pas trop l'État, la pression fiscale et tout ce qui étouffe l'économie. Je suis encore un peu attaché à une liberté des transferts. Cela dit, je peux comprendre que dans un pays, on ait envie de contrôler, surveiller, voire probablement avoir une petite rentrée à condition qu'elle ait un niveau faible. Ceux qui aiment les taxations, et on se souvient tous ici de la taxe Tobin, qui lui avait une autre logique, c'est ce qu'on appelait à l'époque le serpent monétaire, qui lui avait une logique à condition qu'elle soit faible et qu'elle touche tout le monde, qu'elle se généralise. Là, pour le coup, j'ai peur qu'elle soit à un niveau assez élevé, parce que je crois comprendre qu'en Côte d'Ivoire, elle est déjà à 10% et on parle même de 15 à 18%. En gros, vous allez tuer le crédit, vous allez tuer le transfert. Si au Bénin, nous sommes à ce niveau-là et qu'on n'est pas à un niveau très faible, nous allons juste tuer le transfert. Mais il y a une chose qu'on ne tuera pas, c'est la transaction en liquide, en espèces. Or, celle-là continuera à se faire. Je ne comprends absolument pas le président Talon, qui pourtant est un chef d'entreprise, qui comprend ce que c'est la liberté, le souci de la liberté. Mais encore une fois, je parle sans regarder le projet de loi. Donc que ceux qui nous regardent veuillent bien me pardonner si je dis des choses qui ne sont pas précises. C'est-à-dire que
qu'on ait le souci de le faire, bien, mais qu'on l'ait à un niveau très élevé, c'est très grave. Et donc, le président Talon, qui lui comprend très bien ce que c'est la liberté, je suis absolument étonné qu'il soit ivre de pression fiscale à ce point-là. Il faut définitivement qu'on comprenne que la drogue fiscale, ça tue les économies. Vous pensez que c'est une mesure plutôt néfaste ou dangereuse pour le pays ? Il faudrait comprendre son niveau. Je pense encore une fois que le transfert est une bonne chose et qu'il vient suppléer un manque réel, d'abord un taux de bancarisation très faible, deuxièmement un moyen de transfert très bas. C'est-à-dire que dans le coin le plus reculé du Bénin, ce n'est pas un très grand pays, mais enfin je pense plutôt au mien, mais dans les coins les plus reculés du pays, vous n'avez pas de système bancaire, vous n'avez pas de système de transfert. Si en plus vous demandez à celui qui envoie de l'argent chez lui à un niveau très reculé de devoir payer une taxation de 10 à 15% supplémentaire, vous allez le tuer. C'est-à-dire que vous allez l'obliger à revenir à autre chose que le système qu'il est aujourd'hui le cas. Donc, si elle est à un niveau très élevé, elle est de mon point de vue dangereuse. Si elle est à un niveau très bas qui permet évidemment une petite rentrée dans les caisses de l'État, ça peut en soi être acceptable. De toute façon, je n'aime pas encore une fois la pression fiscale et je n'aime pas l'ivresse fiscale. On va à présent parler de l'Afrique du Sud qui lance des patrouilles de police contre la xénophobie. Les étrangers africains vivant au sein de la nation arc-en-ciel sont visés depuis quelques années par des actes de xénophobie, parfois d'une violence extrême. Des mesures sécuritaires pour la protection des étrangers visent donc à endiguer ce fléau qui ternit, rappelons-le, l'image du pays. Les précisions de Mariama Dramé. L'Afrique du Sud est secouée depuis quelque temps par des manifestations xénophobes, un événement qui rappelle les heures les plus sombres de l'apartheid. Pourtant, il s'agit là de la réalité actuelle au pays de Nelson Mandela. Déterminées à changer cette image, les autorités de Johannesburg ont mis en place des patrouilles de police pour éviter de nouvelles violences. Nous devons par exemple reconnaître que cette violence est dirigée contre les étrangers. Ce ne sont pas de simples actes de criminalité et donc il nous faut des systèmes d'alerte préventive qui nous avertissent à des endroits où il y a un risque élevé de violence. Nous devons également avoir une réponse très rapide et forte. Principale cible de cette violence, les immigrés. Il serait environ 2,2 millions d'étrangers en Afrique du Sud, notamment commerçants, dont plusieurs de leurs enseignes ont été saccagées par des manifestants qui leur reprochent de voler le travail local. J'ai les qualifications requises, mais je ne travaille pas. Et ces gens venus de l'extérieur nous ont fermé les portes. Parce qu'ils sont d'accord même pour 50 rands, ils acceptent le travail, juste parce qu'ils ne sont pas des citoyens sud-africains. Ce système nous fatigue. Nous, citoyens de ce peuple qui ne trouvons pas de travail, nous souffrons. Les flambées des violences anti-immigrés sont récurrentes en Afrique du Sud. En 2008 et 2015, 69 personnes avaient perdu la vie dans des émeutes xénophobes. Toutefois, ces nouveaux incidents n'ont pas fait de victimes, mais ont conduit à la police sud-africaine à renforcer sa présence. Madame Kofi, est-ce que vous pensez que ce type de patrouilles seront efficaces pour redorer un peu l'image du pays qui a été ternie avec ces violences xénophobes qui ont terni l'image du pays? À mon avis, il est un peu tôt de faire le bilan de ces patrouilles-là. On attend on attend peut-être quelques jours, quelques semaines pour voir l'effet que le résultat escompté. Est-ce que c'est une bonne réponse d'après vous? C'est une bonne réponse parce que ça donne l'effet dissuasif. Déjà, ça dissuade les gens de s'attaquer aux étrangers. Mais c'est dommage que l'Afrique du Sud, qui est un pays où il y a un melting pot aussi fort, tombe aussi bas, entre guillemets. Mais il faudrait aussi qu'ils se rendent compte que aussi bien qu'ils s'en prennent à des étrangers sur leur territoire, ils ont aussi des compatriotes qui sont dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils en feront ou qu'est-ce qu'ils en penseront lorsque les gens s'attaqueront à leurs compatriotes? Quand on sait qu'en Afrique, il n'y a pas, la plupart du temps, les gens ne souscrivent pas à l'assurance rapatriement des corps. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Madame Favor, est-ce que vous pensez, vous, que ce type de réponse, une police, des patrouilles qui sont mises en place contre ces xénophobies, pourrait en tout cas atténuer et apaiser ce climat sécuritaire compliqué pour les étrangers? Alors ça, c'est une question un peu difficile, mais en tous les cas, c'est déjà une réponse. Pour moi, c'est déjà une réponse. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas.
Je suis très mal placée pour le dire. En tous les cas, cette situation, elle m'horrifie personnellement. Vraiment, à titre personnel, je suis complètement abasourdie. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est un pays dans lequel j'ai vécu pendant 2 ans. C'est un pays dans lequel j'ai fait mes études. Donc, j'étais plus jeune, j'étais étudiante, j'étais étrangère dans un pays que nous considérions cette différence qu'il y avait entre vous et les Sud-Africains. On le sentait effectivement parce que moi j'ai beaucoup côtoyé les Nigérians. Qui sont visés actuellement. Exactement, tout à fait, à juste titre en plus. Pourquoi? Mais on est des étrangers. On vient juste faire des études. Pour la plupart, certaines viennent travailler. On est pris à partie. Pourquoi? Parce que, soi-disant, on vient prendre le travail des Sud-Africains, on vient prendre leur argent, on vient prendre leurs femmes pour certains, mais ça n'a absolument rien à voir. Il faut ouvrir les yeux. On est noir, on est noir, on est en Afrique, on est en Afrique. On est encore libre de pouvoir aller dans un pays comme on l'entend et de pouvoir exercer, travailler si on nous accepte. Si en Afrique du Sud, nos frères noirs ne sont pas capables de nous accepter, mais où irons-nous ? Djemal, est-ce que vous pensez que cette réponse est tardive et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette situation où la xénophobie est maintenant très présente en Afrique du Sud? Je crois que les 2 intervenantes ont dit l'essentiel de ce qu'il y a à dire. Je suis moi aussi sans voix. J'ai dit me réfléchir bien pour m'assurer que c'est bien le pays de Mandela. J'ai compris que c'est effectivement le pays de Mandela. J'ai cru comprendre, et vous avez raison, madame, de dire que vous faites la comparaison avec n'importe quel pays européen, vous êtes absolument choqué, comme quoi la bêtise n'a pas de couleur de peau, et qu'on est bête, on est bête, c'est tout que nous soyons. Et puis, plus sérieusement, ça tire les ambitions de l'Afrique du Sud vers le bas, c'est-à-dire l'idée de mettre en place une police contre la xénophobie est une bonne chose, mais enfin, il n'y a même pas besoin d'une police contre la xénophobie. Vous changez le code pénal, la xénophobie devient un délit, puis c'est tout, c'est fini. Le problème, c'est que vous pouvez à la limite changer ce que vous voulez, mais si les Sud-Africains en sont à ce point-là à détester leurs frères et leurs voisins et de ne pas comprendre à quel point c'est important la libre circulation des personnes et des biens entre les différents pays du continent, on est mal barré. Et les Sud-Africains sont eux-mêmes mal barrés. Enfin, je suis moi aussi, comme vous, totalement abasourdi. On va à présent parler de notre chiffre du jour. Avec plus de 644 000 touristes reçus en 2016, le Cap-Vert a affiché une progression de 13,2% par rapport à 2015. Ces chiffres ont été publiés par l'Institut national capverdien de la statistique. Djemal, l'autorité de régulation des aéroports et de la sécurité aérienne a annoncé par ailleurs une croissance de 11,5% des passagers. Donc, est-ce qu'on peut confirmer que le tourisme capverdien est sur la pente plutôt ascendante? Alors, il n'y a aucun doute là-dessus qu'il est sur une pente absolument ascendante. Il n'y a aucun doute que le Cap-Vert est un beau pays qui marche bien. C'est-à-dire que quand vous gérez bien un pays, vous avez une situation politique favorable, vous avez une situation économique favorable, vous avez de belles plages, vous êtes accueillant, vous avez un bon service, vous en gagner tout simplement le fruit. Et donc, cela se fait au détriment malheureusement d'un pays qui vous est très cher, vous et moi, cher Diarra, le Sénégal. Et ça se fait au détriment malheureusement d'autres pays. Cela dit, tant mieux pour les Cap-Verdiens. Comme quoi, quand vous avez la qualité, ça paye. Et donc, il y a une concurrence qui peut se jouer entre le tourisme sénégalais et le tourisme capverdien? Il y a une concurrence sans aucun doute, mais les spécialistes vous disent que ce n'est pas forcément la même clientèle. C'est-à-dire que l'essentiel de la clientèle de ce que j'ai regardé en préparant ici vient d'abord du Royaume-Uni, de l'Allemagne, et ensuite les Français. Et ensuite, mais 10%, les Français et les autres, c'est 10%. C'est-à-dire que l'essentiel de la clientèle vient d'ailleurs. Alors qu'au Sénégal, la situation est différente. C'est d'abord les Français puis les Allemands. Mais quand vous avez 2 pays aussi proches, avec une situation aussi semblable et des plages aussi semblables, il est évident qu'on ne peut pas ne pas regarder. Mais plus sérieusement, il faut le garder. La qualité du Cap-Vert et la qualité des services au Cap-Vert qui s'améliore de plus en plus d'année en année est absolument indéniable. Et ce pays est en train, a pris, et de plus en plus, une place absolument prépondérante, non seulement dans le tourisme, mais dans le développement économique de façon générale. Parce que, vous l'avez dit, pour les aéroports, c'est valable pour l'hôtellerie, c'est valable pour les services, c'est valable pour les banques, c'est valable pour la santé. Et donc, l'incidence d'une situation économique bonne comme elle l'est, évidemment, se répercute sur tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux pour les Cap-Verdiens. Tant mieux pour les Cap-Verdiens. On va procéder donc. C'est la fin de cette émission. Merci à nos chers invités. Géraldine Bobor, qui est directrice et fondatrice de Diaspora Got Talent. Merci également à Anne-Marie Kofi-Kouadio-Black, qui est docteur en droit. Merci beaucoup. Et merci à notre éditorialiste Djemal Taleb.
Merci Yara et bonsoir à ceux qui ont la gentillesse de nous regarder. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mardi sera consacré aux ambitions politiques d'une Sud-Africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, la suite de nos programmes.